afin de subvenir aux différents besoins croissants du patient. Au point, elle demeure aujourd'hui une option incontournable. Comme toute autre thérapeutique, une meilleure connaissance des indications et des contre-indications à la pose d'implants, un choix légitime de la technique chirurgicale, un bon diagnostic ainsi qu'un plan de traitement prothétique adéquat doivent être étudiés et posés. L'implantologie a eu sa part de bénéfices à sa manière du développement technologique que le monde a connu et trouve l'utilité du numérique dans sa réalisation. Donc, quand on reçoit un malade, la première des choses, c'est la consultation pré-implantaire. Un malade candidat aux implants commence toujours par l'étape clé qui est la consultation. Donc, dans la consultation, la première séance, on commence toujours par la constitution du dossier médical. Donc, première des choses, c'est la consultation et l'établissement du dossier médical du patient. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier médical du patient? C'est la fiche clinique et les radiographies ou bien les examens complémentaires. Donc, la première consultation, c'est l'étape pour bâtir une relation de confiance entre le praticien et son patient. Elle comporte des coordonnées et des informations fondamentales à retenir sur ce dernier. Par exemple, le nom, le prénom, l'âge, son motif de consultation et ce paramètre qui est le motif, ce paramètre qui est la clé de choisir un candidat aux implants. On a aussi l'état de santé, la médication en cours et ses antécédents, médicaux ou parodontaux. Ensuite, on va passer à la motivation du patient, c'est-à-dire un rétablissement de la fonction masticatoire, l'esthétique ou le retour à la vie sociale. Et généralement, un candidat pour les implants, il vient pour le rétablissement de sa fonction masticatoire, il vient pour l'esthétique, un souci esthétique, et aussi pour retrouver sa vie normale dans la société. Donc, ces trois paramètres interviennent toujours, on les trouve présents chez un candidat aux implants. On passe par la suite à l'examen exobuccal. On commence par l'examen au repos. Donc, la forme du visage selon les deux paramètres suivants, âge, sexe. Donc, on a les différentes formes. Il faut noter les différentes formes du visage qui dépendent de l'âge et du sexe. Après, on va voir la symétrie du visage. Il convient d'analyser la symétrie du visage dans le sens sagittal et frontal par rapport au plan et aux lignes de référence, ainsi que la dimension verticale d'occlusion. Pour rechercher une quelconque anomalie et ses niveaux et les mentionner sur la fiche clinique. On passe à l'analyse des téguments, une inspection des téguments. On va voir la teinte et les textures. Après la palpation des différents téguments. Après, on passe au maintien tissulaire des lèvres et des joues. Ça veut dire on va noter l'état des lèvres et des joues du patient. Est-ce qu'ils sont effacés ou ils sont toujours ces tissus en place? Et ça dépend de l'édentement du patient. On passe par la suite à l'examen dynamique. Donc, dans l'examen dynamique, on va noter la ligne du sourire. Donc, la ligne du sourire, c'est le contour gingival maxillaire qui suit la courbe labiale supérieure, tandis que les bords incisifs maxillaires, c'est aussi l'ouverture buccale maximale du patient. Donc, la distance interincisive au moment de l'ouverture maximale est jugée moyenne à 50 mm. Donc, il faut savoir qu'un patient qui présente une ouverture minimale ou un problème pour l'ouverture buccale, il est un patient contre-indiqué pour les implants. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la pose chez un patient qui a une limitation d'ouverture buccale parce que les implants demandent de faire passer des petits instruments en bouche, également les tournevis.
et la main du patient, c'est-à-dire les doigts, ils vont être souvent à l'intérieur, donc une limitation d'ouverture et une contre-indication absolue pour la pose d'implant. On passe ensuite à l'examen des ATM. Il faut effectuer un examen minutieux par palpation, voir s'il y a mobilité des deux articulations ou bien un bruit. Aussi les composants musculaires et articulaires. Tout ça afin de détecter toute anomalie. Quand on finit avec l'examen buccal, on passe traditionnellement à l'examen endobuccal. Donc, l'examen endobuccal, il comporte, on va évaluer l'hygiène du patient. Un patient qui présente une hygiène défectueuse est un patient il présente une contre-indication absolue à la pose d'implant. On ne peut pas poser un implant chez un patient qui n'a pas une bonne hygiène. Ensuite, on va faire un sondage parodontal pour voir les différentes récessions, les différentes poches parodontales. Après, on va noter la formule dentaire du patient et on finit par l'examen occlusal de l'occlusion. C'est-à-dire, on va voir les rapports d'occlusion du patient et aussi quelle fonction présente le patient, la fonction occlusale. Généralement, chez un denté, elle est soit une fonction canine ou bien une fonction groupe. Et chez un édenté total, toujours, il perd sa fonction occlusale qu'on doit la rétablir par la suite. On passe ensuite aux examens complémentaires. On commence par la photographie et le digital smile design. Donc, c'est quoi les photographies? Elles représentent une source importante d'informations et de communication, mais très peu utilisée dans les cabinets dentaires. L'apparition du numérique aujourd'hui préconise une large utilisation des photographies. Il faut bien mettre dans la tête que la photographie, elle est très importante pour gérer l'esthétique du patient. C'est un document qui est actuellement on le néglige généralement dans les cabinets dentaires, mais son utilité reste toujours importante. On va parler du Digital Smile Design. Donc, c'est un concept qui facilite énormément la restauration dentaire. Il consiste à l'utilisation des photos et des vidéos pour l'analyse des proportions faciales et dentaires du patient et définir avec précision les relations entre les dents, la gencive, les lèvres et le sourire. Donc, les avantages qui présentent le Digital Smile Design, donc c'est un lien plus étroit il présente un lien plus étroit avec le patient satisfait, une meilleure communication au sein de l'équipe de restauration, une approche précise du résultat final et une efficacité et prévisibilité des choses. Donc, les 4 étapes du Digital Smile Design sont les suivantes. Une analyse virtuelle avec prise de vidéo, une réalisation d'un dessin ou bien des dessins du sourire grâce à un software digital, c'est-à-dire on va dessiner la ligne du sourire pour juger laquelle qu'il faut la rétablir. Une ligne de sourire haute ou moyenne, comme vous voyez, elle est en train de dessiner. Est-ce qu'on fait une ligne de sourire haute, moyenne ou digitale, ou basse? Et on doit la juger esthétiquement. Le patient peut avoir son sourire, pareil, selon le dessin. Donc ça se fait sur un micro-ordinateur. Et après, on montre au patient et c'est le patient qui va vous aider pour valider sa ligne de sourire ou bien son sourire gingival. L'essai du dessin virtuel est visualisé en bouche. C'est-à-dire, c'est sur la vidéo qu'on va traiter l'image et on montre au patient. Et le patient, il doit vous donner son accord pour la ligne de sourire souhaitée. On passe ensuite aux examens radiologiques.
Donc, on a différents examens, à savoir, chacun il a une indication. Donc, chez un patient, on peut demander la radio panoramique et dans la plupart des cas, elle est obligatoire. Donc, elle est indiquée en première intention pour compléter l'examen clinique. Elle nous donne une vue globale de la mâchoire, de toutes les dents et des obstacles anatomiques, à savoir les sinus maxillaires ou bien le canal alvéolaire dentaire inférieur. Pareil, on peut demander un cliché rétroalvéolaire qui est indiqué dans le cas d'un édentement partiel ou bien unitaire et lorsqu'on a une maladie parodontale, donc on la voit bien sur un cliché rétro. On peut demander également la téléradiographie de profil. Généralement, elle est indiquée dans le bilan préimplantaire des régions antérieures des maxillaires et aussi pour l'évaluation du volume osseux mentonné. Généralement, la TLR, elle est très indiquée, rarement qu'on la demande, elle a juste son indication. Donc, on demande aussi aux patients un scanner ou un TDM. Donc, il est indiqué pour l'étude mensuratrice du volume osseux. C'est un examen obligatoire pour faire les différentes mensurations du volume existant, du volume osseux existant. Pareil, le COMBIM, donc soit on demande un scanner ou un COMBIM. Il n'y a pas l'utilité de demander les deux à la fois. Le COMBIM, son indication se trouve pour repérer les structures anatomiques à respecter, comme les sinus, le trou mentonnier, le canal dentaire inférieur. Donc ça, c'est les structures anatomiques à respecter. Les insuffisances osseuses et les sites de prélèvement. Donc, on va mesurer, pareil, comme le scan, on va mesurer la quantité d'os disponible pour voir s'il y a possibilité de poser notre implant. Le scan oral est indiqué pour apprécier avec rigueur suffisante le volume d'os disponible en vue de la pose d'implant endo-osseux. Donc, ces trois derniers examens, le scan oral, le COMBIM ou le scanner, on demande un des trois. Donc, actuellement, on demande généralement le COMBIM. Donc, c'est l'examen radiologique le plus demandé. On passe aux différentes maintenant. Lorsqu'on finit avec l'examen radiologique, on va passer aux différentes possibilités prothétiques. Qu'est-ce qu'on a comme possibilités prothétiques pour traiter notre patient candidat aux implants? Donc, pour un édentement unitaire, on a le choix entre une prothèse scellée, une prothèse transvissée directement sur un implant ou une prothèse vissée sur un pilier intermédiaire. Chacune, elle a son indication et chacune, elle a ses conditions pour la réaliser. Pareil, pour un édentement partiel, on a le choix entre une prothèse scellée, transvissée directement sur un implant ou vissée sur un pilier intermédiaire. Transvissée directement sur un implant, c'est-à-dire la prothèse, elle va être directement vissée sur l'implant. Par contre, une prothèse vissée sur un pilier intermédiaire, c'est-à-dire on fabrique un pilier, qu'on le visse, par la suite, on visse la couronne sur le pilier. Pour un édentement complet, on a le choix entre une prothèse fixe et implantoportée, une prothèse fixe et implantoportée sur pilotis, ou une prothèse amovible supra-implantaire, appelée classiquement la PAXI, c'est-à-dire une prothèse totale qui doit être stabilisée par 2 implants sur 2 attachements ou 2 implants ou plus. La PAXI trouve généralement son indication au niveau de la mandibule. Donc, autre formalité, donc c'est les documents entre praticiens. Donc, ce document correspond au praticien correspondant, c'est-à-dire on peut faire participer les différentes spécialités pour traiter un patient avec les implants. On a besoin d'un consentement éclairé, donc tout patient il doit signer avant la pose d'implant
ou avant de commencer le traitement implantaire, il doit obligatoirement signer le consentement éclairé. Dans ce consentement, il faut tout expliquer au patient. Par exemple, il faut dans le consentement mentionner que il y a aucune méthode ou aucune garantie que notre traitement sera à 100% réussi, parce que vous savez, la pose d'implant, elle peut nous faire des surprises. On peut avoir un implant qui ne va pas tenir avec le temps, et là, on aura une dépose de l'implant. Donc, il n'y a pas une garantie pour le patient de dire que notre traitement va réussir à 100%. Et comme vous savez, les implants sont très chers, la prothèse implantaire, elle est très chère. Donc, vous ne pouvez pas par la suite rembourser pour le patient. Et ça fait partie de notre plan de traitement. Donc, il faut faire signer au patient qu'il n'y a aucune garantie de tout ce qu'il peut avoir. Il peut avoir un succès, il peut avoir des échecs et il peut avoir des complications. Le patient, il doit signer le consentement éclairé. Comme ça, par la suite, il ne peut pas vous demander de lui rembourser si ça ne va pas marcher. La traçabilité, un document pour mentionner toutes les étapes et un devis. C'est-à-dire le devis où vous mentionnez le prix de notre prothèse implantaire pour le patient. Donc, après qu'on a fini la consultation préimplantaire, la deuxième étape dans la planification, c'est la chirurgie préimplantaire. Donc, vous savez que la pose d'implant dentaire est parfois limitée par la proximité d'obstacles anatomiques qui sont souvent liés à une insuffisance du préimplantaire, comme les greffes osseuses et les comblements sinusiens. Donc, on a deux types de greffes osseuses. On a les greffes osseuses autogènes, comme les tubérosités maxillaires, la symphyse mandibulaire, l'angle mandibulaire, l'os pariétal et l'os iliaque. Donc, le greffon, il va être pris des cités maintenant. Et on a les substituts osseux, allogreffes, xénogreffes ou les matériaux synthétiques. Ça veut dire lorsqu'on ramène un os en dehors de la bouche, soit un os synthétique ou d'une autre partie du corps pour faire un greffon osseux. C'est des chirurgies lourdes, certes, mais le plus utilisé généralement, c'est le comblement sinusien. Donc, il est indiqué dans le plantaire afin de remonter le niveau du plancher sinusien de manière à retrouver une hauteur d'os suffisante. Donc, généralement, lorsqu'on trouve un sinus qui est proche, on peut le deviner lorsqu'un patient présente des dents entrales, c'est-à-dire on a vraiment un volume osseux diminué. Donc, si on peut réaliser un comblement sinusien pour gagner plus d'hauteur, là, on peut indiquer la pose d'implant. Quand on finit avec la chirurgie préimplantaire, si elle a son indication et on la préconise pour le patient, on passe à la planification par la méthode conventionnelle. On va voir la planification par la méthode conventionnelle, par la suite par méthode numérique. Il faut d'abord, quand vous décidez pour un patient de faire une chirurgie préimplantaire, on attend le temps de cicatrisation après la chirurgie. C'est après ce temps-là qu'on peut faire la planification implantaire. C'est pas tout de suite. C'est pas un patient, il est candidat pour une chirurgie préimplantaire ou bien un comblement osseux sinusien. En même temps, on réalise la planification. On attend le résultat final. Après, d'habitude, c'est à 6 mois. Après, on réalise notre planification. On commence par la méthode conventionnelle. Donc, le projet prothétique, son objectif implantaire, c'est de déterminer, orienter et limiter la direction et l'intensité des forces exerçant sur les futurs implants. Donc, déterminer, ça veut dire analyser prothétique pré-chirurgicale. Une analyse
prothétique pré-chirurgicale. Orienter, on oriente la position des implants, limiter la direction et l'intensité des forces s'exerçant sur les futurs implants. Il faut précéder ça par un guide radiologique et informer aussi le patient sur le résultat final. Il faut toujours montrer au patient les résultats finaux à travers un projet prothétique. Donc, on commence par une prise d'empreinte, une empreinte classique, une empreinte préliminaire avec la GINAT pour avoir des modèles d'études. Ces modèles, on les fait monter sur un articulateur semi-adaptable pour voir les différents rapports dentaires et occlusales. Donc, on va réaliser une étude occlusale sur des modèles primaires prises à part hydrocolloïde, un autre hydrocolloïde. Après, on réalise les cires de diagnostic, on réalise un wax-up. Si, par exemple, ça, c'est le cas d'un édenté, vous voyez à gauche le cas d'un édenté partiel. Donc, on va sculpter notre projet prothétique, ce qu'on appelle le wax-up avec de la cire, et on doit le valider en bouche. Donc, le patient doit avoir son projet prothétique et il doit le valider. Donc, après, on passe au montage directeur des dents artificielles, on prend des dents en résine, on fait leur montage. Après, on réalise une prothèse provisoire. Dans le cas où le patient présente une prothèse amovible préexistante, il faut que le patient valide cette prothèse, c'est-à-dire il est satisfait et il accepte de voir un résultat similaire à cette prothèse amovible. C'est-à-dire la position des dents, la ligne du sourire, la teinte des dents, il doit valider. Parce que c'est ce qu'il va retrouver par la suite sur sa bouche. Après, on prend sa prothèse préexistante également validée. On passe au guide radiologique. C'est quoi un guide radiologique? C'est le transfert du projet prothétique sur le scanner en utilisant un matériau radio-opaque. Donc, si on a une prothèse ou bien le patient n'a pas de prothèse provisoire ou préexistante, on lui confectionne une prothèse amovible. Sur cette prothèse elle-même, elle va servir de guide radiologique. Comment? Dans cette prothèse, on la met en bouche. Avant de la mettre en bouche, on réalise des trous où on voit qu'on peut faire la pose d'implant. Après, ces trous vont être, quand vous voyez sur l'image, ils vont être comblés avec un matériau radio-opaque qui est soit des éléments métalliques, comme vous voyez sur l'image à gauche, de la gutta-perca, un ciment à l'oxyphosphate de zinc, le pansement, les dents du commerce ou bien sulfate de barium. Donc, ces trous, c'est là où on veut poser notre implant. C'est l'emplacement exact de notre implant. Après cette prothèse, on la met en bouche et on réalise notre examen radiologique, notre combine ou notre scanner. À quoi sert ce trou qu'on a fait? On doit voir si ce trou il correspond à l'emplacement idéal de l'implant. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. C'est-à-dire, est-ce que cette place qu'on a mentionnée avec ce trou, est-ce qu'on a assez d'os là-bas? Est-ce que ça ne gêne pas notre axe prothétique? Est-ce qu'elle correspond à notre projet prothétique? On peut avoir les mêmes résultats avec ce trou. Donc, ça, c'est en analysant notre combine. Donc, notre examen radiologique qui est là, le combine ou bien le scanora ou bien le scanner dentaire, il doit se faire avec cette prothèse en bouche. On ne l'appelle pas prothèse, mais on l'appelle maintenant un guide radiologique. Elle va guider notre radiographie.
Maintenant, vous allez voir le protocole de réalisation du kit radiologique. Donc, pour un édentement unitaire, sur un modèle d'étude, une dent radio opaque est adaptée et positionnée. Elle est ensuite incluse dans une base en résine transparente de type prothèse partielle amovible. Une ancienne prothèse, prothèse préexistante ou bien une nouvelle prothèse amovible. L'intégration esthétique et fonctionnelle du guide est validée sur le patient, c'est-à-dire on a validé notre projet prothétique avant de passer à la radiographie. Pour un édenté partiel, donc une prothèse partielle validée sur le plan fonctionnel et esthétique, les dents de la PPA sont percées en leur centre, vous regardez les trous. Après, on met sur ce centre, on va mettre plutôt de l'oxyde de zinc, ou bien la guitare-perca, ou bien un autre matériau radio-opaque. Donc, on a dit, si on n'a pas de prothèse, on doit réaliser une prothèse amovible à partir d'un projet prothétique déjà validé, c'est-à-dire le WhatsApp. On fait un duplicata. Après, on réalise avec de la résine transparente ou bien de la résine normale, la résine thermopolymérisable. Pour un édenté total, il faut valider son prothèse complète. Après, cette prothèse complète doit être envoyée au laboratoire pendant une matinée pour la réalisation d'un duplicata par une mise en moufle. Si notre prothèse totale elle est non valable, on fait un projet prothétique, c'est-à-dire on réalise de nouveau une prothèse. On dirait qu'on va faire une prothèse totale amovible pour le patient, c'est-à-dire avec un enregistrement de l'occlusion, avec un essai esthétique, c'est-à-dire essai fonctionnel, on valide tout. Il faut tout valider. Il faut que le patient soit satisfait du côté esthétique surtout et aussi généralement la couleur des dents, la position des dents, la position de la ligne du sourire. Il faut que le patient valide tout pour qu'on passe au guide radiologique. Après, là où on veut placer nos implants, on va réaliser des perforations. Ces perforations sont, on a dit, sont comblées avec un matériau opaque. On réalise notre combine. Quand on fait notre combine, on va passer à la simulation. Donc, c'est quoi la simulation? Donc, le radiologue remet au praticien des planches de coupe en 32D qui s'en servent pour évaluer le volume osseux disponible et pour juger s'il est possible de placer un implant dans l'axe de la future prothèse. Ça veut dire ces trous, ils correspondent à l'emplacement de l'implant. On doit valider. Si par exemple on réalise notre radiographie et on trouve que le trou qu'on a réalisé, pourquoi le matériau radio opaque? Parce que sur la radio, la résine, on va rien voir, elle va pas être visible sur la radiographie. C'est pour ça qu'on met le matériau radio opaque. Bleu-blanc, la couleur blanche sur la radiographie. Et la radio, elle est en couleur noire. Le matériau opaque, vous le retrouvez en couleur blanche sur la radio. Il y a une opacité. Donc, avec le point où il y a le matériau radio opaque, on va voir est-ce que ce point, il est bien pour poser l'implant. Est-ce que cet emplacement, il est bien? S'il est bien, c'est bon. On commence notre simulation. S'il n'est pas bien, on doit perforer à côté. Vous voyez sur la radio, il faut vestibuler un peu, donc on va vestibuler, on va combler encore avec du matériau radio opaque jusqu'à qu'on valide le trou où on a fait. Par la suite, je vais vous dire, ça sert quoi ce trou-là. Donc, pour le trou, vous le validez sur la radiographie. C'est-à-dire, vous dites, c'est bon, ce trou correspond à l'emplacement idéal de l'implant.
C'est à cette étape qu'on passe à la simulation qui correspond à faire les différentes mesures sur la radiographie. Donc, pour cela, le praticien utilise la superposition sur les planches radiographiques. S'il vous plaît, éteignez le micro. Donc, le praticien utilise la superposition sur les planches radiographiques de calque d'implant spécifique au système implantaire utilisé. Donc, chaque implant, il a chaque type d'implant, donc selon les différentes marques qui existent sur le commerce. Chaque type, il a des calques spécifiques pour ce type. Donc, de ce fait, il choisit les implants dont les dimensions sont les mieux adaptées au cas clinique. Donc, on va choisir la longueur et le diamètre de l'implant selon la quantité d'os qu'on a. Bien sûr, ce choix, il doit se faire avec des paramètres, selon des paramètres. On ne va pas choisir un implant qui est plus large à notre crête, mais ce choix, il doit être selon donc la distance. On doit laisser une distance minimale entre un implant et une dent de 1,5 mm. Si on a deux implants à poser, il faut laisser entre ces deux implants minimum 3 mm. Le point d'émergence, il doit être centré par rapport à la dent. Pardon. Les axes dentaires et implantaires doivent coïncider avec la largeur de la crête. Et le choix de la longueur des implants en fonction de la distance qui les sépare des obstacles anatomiques. C'est-à-dire, on ne doit pas choisir un implant qui rentre dans un obstacle anatomique. Il faut toujours laisser une distance de sécurité de 2 à 3 mm. Lorsqu'on fait notre simulation, on passe au guide chirurgical. Donc, notre guide qui est validé, qu'on a fait avec la radiographie, on doit le transformer en guide chirurgical. Donc, comment le transformer? On réalise un duplicata avec une résine transparente. Si on avait notre guide radiologique était fait avec de la résine rose, il faut faire un duplicata en résine transparente. Pourquoi transparente? C'est pour quand on le met en bouche, on enlève le matériau radio-opaque et notre forêt doit passer par le trou qu'on a fait. Parce qu'il doit correspondre à l'emplacement idéal de l'implant. Et également, si on pose notre guide radiologique, l'axe, pourquoi aussi il doit être transparent? L'axe implantaire, ça veut dire comment incliner notre forêt, on doit le voir à travers la résine transparente. Donc, il se fait par transformation du guide radiologique. Il permet de transférer en bouche la position choisie de l'implant, déterminée lors des étapes précédentes. Maintenant, on va voir la planification numérique. Donc, la numérisation a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la planification prothétique et implantaire. Donc, l'implantologie moderne repose sur le principe que le positionnement de l'implant doit être précis et dicté par la planification numérique pour une meilleure distribution des forces masticatoires, une meilleure esthétique et un accès facilité à l'hygiène. Donc, le projet prothétique numérique, c'est la réalisation du projet prothétique de façon numérique, implique la création d'un modèle de travail virtuel en 3D sur lequel une séroplastie diagnostique virtuelle, c'est-à-dire un wax-up virtuel doit être réalisé de la dent manquante ou bien des dents manquantes. Après, on réalise une empreinte pour
l'obtention d'un modèle toujours virtuel sur micro. Donc, l'empreinte, elle doit se faire donc soit par méthode directe par une caméra optique intrabuccale ou avec une empreinte classique à l'alginate après et l'obtention d'un modèle en plâtre. Après ce modèle, on fait son scannage optique. On dit c'est la prise d'empreinte par méthode indirecte. Par la suite, on passe à l'analyse des tissus mous. Donc, à côté de l'examen clinique, l'empreinte optique, qui a l'avantage d'être en couleur, sert à enrichir les données sur les tissus mous de la même manière que si notre patient soit devant nous. Donc, elle apporte des informations sur la ligne mucogingivale, l'aspect de la gencive, le biotype parodontal, ce qui est impossible de les avoir sur un modèle en plâtre. Donc, sur le micro, vous allez manipuler tout ça. On peut également faire une analyse occlusale virtuelle avec un articulateur semi-adaptable sur le micro. C'est un articulateur aussi virtuel avec les différents logiciels de confection assistés par ordinateur, c'est-à-dire de la CAO, qui propose tout un module d'articulateur virtuel. Elle a différents types d'articulateurs semi-adaptables ou bien entièrement adaptables. Donc, il présente une précision similaire à celle d'un articulateur mécanique. C'est la même chose, c'est-à-dire on peut voir les contacts prématurés, les différents contacts occlusaux et rapports occlusaux. Après l'essayage et la validation du projet prothétique, donc lors de l'essayage, on vérifie que le projet prothétique répond aux exigences cliniques. Donc, cette étape, elle permet au patient de valider le choix esthétique avec le praticien. C'est-à-dire, notre projet doit être réalisé par CFAO sur micro. On l'envoie à la fabrication, à la machine de fabrication. Elle va nous fabriquer notre pièce prothétique. On la met en bouche. Et la patiente doit valider ce projet prothétique. Maintenant, on va réaliser le guide radiologique numérique. Donc, le guide radiologique numérique, c'est une option récente a fait son apparition afin de simplifier les protocoles implantaires. Elle consiste à superposer les données de l'imagerie en format DICOM, Digital Imaging and Communication in Medicine. Donc, c'est un logiciel informatisé de photographie. Donc, à travers ce logiciel, les données de l'empreinte optique intrabuccale sera en format STL. Donc, on va traiter tout par ces logiciels. Ces logiciels qui vont traiter notre éventement. Cela permet de ne plus avoir recours à un guide radiologique tout en permettant la continuité du flux digital, c'est-à-dire tout va se passer par le numérique. Maintenant, on fait la simulation de la pose d'implant. Donc, avant la simulation, reposer sur l'utilisation des calques superposés, la méthode classique, des coupes de scanner. Aujourd'hui, il y a des logiciels développés qui permettent de recueillir des données acquises par le scanner et de les retransmettre en 3D sur ordinateur. Donc, les maxillaires et les obstacles anatomiques vont alors être visibles dans leur intégralité, c'est-à-dire on peut les voir dans les 3 dimensions. Et on peut faire tourner, remonter, descendre, donc vous pouvez voir tout dans les 3 dimensions. Le positionnement des implants, leur taille, leur angulation et le projet prothétique.
Les accompagnes sont réalisables via ces logiciels de planification. C'est-à-dire, tu poses l'implant, tu fais tourner ton modèle, tu peux voir carrément votre implant dans les 3 dimensions. Sur ces logiciels, on a une bibliothèque des implants. Donc, cette bibliothèque, donc chaque marque d'implant, elle a sa bibliothèque faite pour cette marque. Donc, chaque marque d'implant, elle nous donne un CD. Sur ce CD, il y a une bibliothèque. Cette bibliothèque, elle nous donne les différents implants qu'on a, les différentes mesures, les différents types d'implants. Donc, c'est comme une bibliothèque numérique. Elle est spécifique pour chaque type d'implant. Donc, on peut la voir avec chaque marque d'implant. Elle a sa bibliothèque spécifique pour elle. Donc, les logiciels de planification implantaire possèdent une bibliothèque d'implants. Ces implants sont classés dans la bibliothèque par leur marque, diamètre et numéro de série, diamètre et longueur aussi. Et c'est au sein de cette bibliothèque implantaire que les caractéristiques d'un pilier puissent être sélectionnées. Pareil pour le pilier, on sélectionne sa dimension, sa forme, son angulation, ce qui aidera au positionnement de pilier sur un implant virtuel. Donc, vous voyez sur l'image un implant, il vous donne sa longueur, son type, sa longueur. Vous voyez sur l'image, c'est un implant cylindrique de longueur L et de largeur de 6 mm, de diamètre. Et après, vous allez prendre cet implant et vous allez le placer sur le modèle virtuel. Et là, vous pouvez voir, est-ce que cette longueur, elle est bien, ça veut dire elle est distante, vous voyez le canal dentaire inférieur mentionné en rouge. Est-ce qu'on est dans le canal? Est-ce qu'on est proche? Est-ce qu'on est loin? C'est comme ça. Donc, c'est juste faire manipuler un truc informatisé pour la pose d'implant. On passe maintenant au guide chirurgical numérique. Donc, c'est la dernière étape qui permet un transfert fiable et précis des données de la planification implantaire virtuelle au niveau du site implantaire. Il est mis au point grâce à l'introduction de la confection et la fabrication assistée par ordinateur, c'est-à-dire la CFAO en implantologie. Et vous voyez, voilà, on a confectionné notre projet. On l'envoie à la fabrication et il va nous faire l'usinage de la pièce. Donc, on a différents types d'appuis, les appuis chirurgicaux. On a les guides chirurgicaux à appui dentaire, c'est-à-dire il va appuyer sur les dents adjacentes. À appui osseux, il va appuyer sur l'os, surtout lorsqu'on ouvre. Et à appui muqueux, c'est-à-dire il va être on appuie sur la muqueuse. Donc, les guides chirurgicaux réalisés par confection et fabrication par CFAO peuvent présenter 3 types: appui dentaire, appui osseux et appui muqueux. Donc, on a pour la planification différents logiciels numériques. On a le Simplant, le Model Guide, le code diagnostic, le InVivo 5, EasyGuide et Robodan. Donc, il y a différents logiciels. C'est un outil informatisé, c'est-à-dire c'est juste un jeu. Mais ça reste la planification par méthode conventionnelle la plus utilisée en ce moment chez nous, en Algérie. Donc, pour conclure, on peut dire qu'avec l'implantologie, la dentisterie moderne a connu une grande avancée. Cette nouvelle option thérapeutique, maintenant largement reconnue, permet de traiter tout type d'éventement. Les clés de succès en implantologie reposent sur un diagnostic précis, couplé à une planification implantaire rigoureuse basée sur un projet prothétique minutieux, de ce primordial pour la thérapeutique implantaire. Il ne faut jamais la négliger. Je vous remercie. Maintenant, on va passer aux questions.
Si vous avez des questions.